à tous les auditeurs et auditrices de notre chaîne Twitch. Bienvenue sur la chaîne de Science et Avenir. En attendant que les prochaines personnes continuent de se connecter, je vais me permettre de faire une rapide présentation de notre rédaction. Alors, Science et Avenir, bien évidemment, c'est un mensuel que vous pouvez retrouver chez votre marchand de journaux. Actuellement, notre numéro avec le dossier Seul à la recherche de la vie ailleurs. Donc, tout un dossier sur la vie extraterrestre. Mais c'est aussi un hors-série, les dossiers de Science et Avenir. En ce moment, vous avez un numéro trimestriel spécial sur la mémoire, des aspects à la fois biologie, philosophie, physique, voilà, sur la mémoire. Mais nous sommes aussi une rédaction double avec le MOOC qui s'appelle La Recherche, qui est aussi un trimestriel. En ce moment, vous pouvez retrouver le numéro avec un gros dossier au cœur des atomes. Donc voilà, le nucléaire, tout ce qui est nucléaire, pas l'énergie, mais tout ce qui concerne le nucléaire. Et bien évidemment, Science et Avenir, c'est aussi un site internet qui documente l'actualité scientifique de manière quotidienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale Paris Science, le festival qui ramène sa science. Un festival qui a lieu du 23 au 27 octobre, qui diffuse des films scientifiques dans tous les formats, des courts-métrages, des vidéos pour Internet, des longs-métrages, des films de cinéma. Et on a la chance d'être avec Leïla Bessila et Aurélie Brousse, que je vais inviter à se présenter. Leïla, tu es astrophysicienne et tu interviens dans le cadre du Festival Paris Science lors de la projection du film L'Odyssée de Céleste. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour nous, s'il te plaît ? Avec plaisir, merci beaucoup Alice pour l'invitation. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis astrophysicienne, je suis spécialiste de l'astérosismologie, donc c'est l'étude des vibrations dans les étoiles. J'aime bien dire que c'est l'étude du champ des étoiles, des étoiles qui émettent du bruit. Et en parallèle, j'ai cofondé l'association Projet Mathilda, qui agit pour rendre les sciences plus inclusives. Et notamment, on a publié un livre qui s'appelle Audacieuse, qui met en avant des femmes scientifiques, ce qui est assez lié avec le thème de l'aujourd'hui. Ouais, bah carrément, tu rebondis sur un point très important. Le Festival Paris Science, il a 3 grandes thématiques que vous pourrez retrouver donc du 23 au 27 octobre. Je précise que le festival est complètement gratuit aussi, donc n'hésitez pas à réserver sur la billetterie en ligne des projections pour des films super complètement gratuits. Et donc, une des 3 thématiques, c'est portrait de femmes scientifiques. Donc toi, c'est ce que tu as fait d'abord au cours d'une exposition, puis après, tu en as fait un livre et tu as carrément cette association Projet Mathilda. Donc ça, c'est ton livre qu'on peut voir à l'écran. Et c'est toi qui as fait toutes les illustrations en plus du livre. Donc astrophysicienne et dessinatrice quand même. On peut le noter. Et donc avec une préface de la présidente de l'Académie française, qui est quand même assez classe aussi. Et ton projet Mathilda, il vise à permettre une éducation et un accès aux sciences pour toutes et tous, mais enfin, surtout pour toutes. Enfin, est-ce que tu as envie de parler un petit peu plus du projet Mathilda ? Oui, bien sûr. Alors, à la base, en effet, notre volet, c'était vraiment rendre les sciences accessibles à tout le monde. Et on a commencé par l'axe des femmes qui sont souvent sensibilisées. Après, on a aussi voulu mettre en avant une grande diversité de portraits de femmes, comme on peut voir dans le livre, dans l'exposition, de partout dans le monde, de milieux sociaux différents, parce qu'en fait, sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était aussi un aspect important et qu'on ne pouvait pas rendre les sciences inclusives et accessibles en se concentrant uniquement sur l'axe des femmes blanches, occidentales, qui sont des milieux privilégiés. Donc, on essaye maintenant d'élargir un peu et d'intervenir dans différents milieux, un peu dans toute la France, pour montrer que les sciences, finalement, c'est... Oui, et puis surtout que c'est important aussi qu'il y ait une diversité de profils de personnes qui font de la recherche, parce que ça, même si la recherche a une méthodologie scientifique très robuste, il ne faut pas oublier que ce sont des humains derrière et que être humain, ça implique des biais. Et donc, c'est aussi important que voilà, des personnes racisées, des personnes qui viennent de l'immigration soient aussi dans les laboratoires et une place. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Et peut-être qu'on va être amené à rediscuter de ce point-là. Dans le live, on a aussi la chance d'avoir Aurélie Brousse. Tu es autrice, réalisatrice, dramaturge, documentaliste, créatrice d'objets radiophoniques. Est-ce que tu as envie de te présenter ? Et surtout, tu projettes ton film lors du festival Paris Science. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Alors oui, je suis un peu tout ça mélangé à la fois, mais je suis surtout et d'abord autrice de radio, de documentaires de radio.
Et il se trouve que j'écris aussi des scénarios. Alors, essentiellement des scénarios de fiction de podcast, mais aussi des scénarios pour des objets audiovisuels. Et c'est le cas, en fait, avec le film qu'on a projeté, enfin, qui va être projeté dans le cadre de Paris Science, où j'ai collaboré à l'écriture du film. Je ne l'ai pas réalisé, je l'ai écrit avec Louise Aymon, la réalisatrice. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Peut-être qu'on peut maintenant diffuser la bande-annonce si Valentin. Oui, actuellement, moi on me voit en la qualité de journaliste sur Avenir, mais de l'autre côté de l'écran, il y a Valentin Collia, qu'on remercie chaleureusement, qui a la technique. C'est lui qui fait tous les affichages depuis tout à l'heure. Et donc, je vais demander à Valentin si tu veux bien, s'il te plaît, mettre la bande-annonce du film Voyage de Madame Anita Conti. Réalisé par Louise Aymon, coécrit avec Aurélie. Mes appareils photographiques et ma caméra sont logés dans les tiroirs sous la couchette. J'ajoute que ma couchette n'a pas de fond étanche depuis que son dernier habitant l'a quittée. C'était un fou. Et le fou ayant balancé à la mer les planches du fond, je dors sur un matelas léger, posé sur un filet métallique. À bord, ma tâche se définit ainsi. Observer les moyens actuels de détection et de capture du poisson. À titre de documentation, prendre des photographies en noir et en couleur et enregistrer environ 1000 mètres de pellicule film en couleur. Toutes ces images auront pour but de préciser la manière dont travaille un bateau saleur. Le navire, soigné par tous les membres de l'équipage, forme un corps vivant qui n'a qu'une passion, c'est vouloir réussir. Réussir, c'est rapporter des cales pleines. On rapporte tout ce qu'on peut, on pille tout ce qu'on peut dans la mer. Mais alors, ça attire maintenant des prévisions pour l'avenir qui sont tout à fait bouleversantes. Aujourd'hui, on arrive à cette conclusion assez inquiétante, c'est que l'océan est vulnérable, et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes, trop importantes dans des masses animales, le renouvellement ne s'effectue pas. Alors, comme l'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan, eh bien nous avons en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage. Bah, écoutez, je crois que nous avons terminé cette bande-annonce. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, Aurélie. Déjà, j'ai envie qu'on parle, pour commencer, de la forme avant de plonger dans le fond. Ce film, on entend un son d'une interview de Anita Conti, mais aussi une lecture. Et en fait, toutes les images qu'on voit, ce sont des photographies de Anita Conti, des films pellicules de Anita Conti. Et le texte qui est lu, c'est aussi un texte écrit par Anita Conti, c'est ça ?
Tout à fait, oui. En fait, ce qu'on a voulu, c'est utiliser tout ce qui a été produit par Anita Conti elle-même, qui était donc une écrivaine, une poétesse. Elle dessinait également. Euh, elle prenait des photos et elle filmait. Et donc, on a voulu partir de ce qu'elle avait produit et surtout retransmettre son expérience à elle de traverser de l'Atlantique au bord d'un chalutier avec 60 hommes en 1953 pour partir à la pêche à la morue. Donc l'idée, c'est vraiment d'être avec elle, dans son regard, dans sa tête, dans ses sensations, et d'expérimenter tout ce que ça peut représenter, le froid, ce qu'elle appelle le sangouin, donc c'est-à-dire ce mélange de déchets animaux et de sang des poissons, de sel de la mer qui colle. Enfin voilà, on a essayé de coller justement au plus près de son expérience. Et je rebondis juste sur un commentaire que je vois dans le chat de Trisystémique, n'importe quoi. JVC a démontré notamment que les ressources naturelles sont infinies. Et il y a quelque chose quand même dont on parlait juste avant de commencer le live, Aurélie, c'est qu'il existe des archives d'un article de 1934 de Anita Conti qui alertait déjà sur cette vision de l'océan comme une simple ressource dans laquelle on pourrait puiser. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant dans le personnage d'Anita Conti, c'est qu'en fait, elle est née à une époque où pour l'humanité, l'océan était une ressource inépuisable, quelque chose de mythique, une espèce de grand puits sans fond de richesse. Et en fait, elle fait partie aussi de la naissance de l'océanographie, de l'étude de l'océan, de la découverte de ce qu'il y avait sous l'océan, de toutes ces différentes ressources. Et quand elle est partie sur le chalutier en 1953, c'était la 3e ou la 4e fois qu'elle partait en mer avec des marins. Et elle y était aussi pour étudier. Donc pour étudier les fonds, pour étudier les bancs de morue, etc. Et déjà, elle avait vu en 52, à ce moment-là, que les bancs de morue commençaient à s'épuiser, puisque ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la pêche à la morue a été interdite à toutes les autres flottes européennes et seulement réservée aux flottes canadiennes. Puis ensuite, voilà, ça a changé encore. Mais en tous les cas, dès 1934, effectivement, donc avant la guerre, les scientifiques se posaient déjà la question de ce changement de paradigme, c'est-à-dire de changer l'idée comme quoi l'océan était une ressource inépuisable et qu'en fait, il fallait peut-être se poser la question du fait que ça ne l'était peut-être pas et qu'on était en train de l'exploiter. Comme dans beaucoup de cas, la guerre est arrivée. Quand on se pose des questions écologiques, souvent la guerre arrive. Et super, très joyeux tout ça. Non, mais on se retrouve dans l'histoire, effectivement, à avoir ce schéma qui se répète un peu. Et donc, toutes ces études sont tombées un petit peu, ont été mises de côté le temps de la guerre. Et ensuite, quand ils y sont revenus, ça s'est reposé, en fait. Oui, et bien sûr, on avait compris le sarcasme de Trisystémique, notamment avec cette petite icône qu'on commence à connaître sur Internet. Mais moi, ça m'a permis de revenir sur cette anecdote que tu m'as racontée, que j'avais trouvé assez rigolo. Et tu as fait un travail, Aurélie, de documentation, de biographie que Leïla a aussi fait donc, dans son livre de portrait de femme scientifique. Leïla, comment t'as commencé à te dire que tu avais envie de faire le portrait de ces femmes, d'abord dans ton expo, puis dans un livre, et comment ça s'est passé? Comment tu as fait ça? Alors tout d'abord, c'est un projet qui est collectif. Il y a 3 personnes qui sont dans le projet, Lucie Cross, Romaine Colony et moi-même. La première étape, c'était de se dire qui est-ce qu'on prend? Parce que des femmes scientifiques, il y en a plein, il y en a énormément. Comme je l'ai dit, on voulait mettre un peu de diversité, on voulait qu'il n'y ait pas que la même typologie de femmes avec le même parcours, mais la sélection était ultra difficile à faire. On voulait qu'il y en ait des plus jeunes, des plus âgés, de toutes les disciplines scientifiques, de plusieurs endroits dans le monde, qui avaient des trajectoires un peu différentes. Donc ça, on s'est entouré d'un comité scientifique qui nous a beaucoup aidés, et je pense qu'on aurait aimé en mettre 100. Au moins. Ben voilà, prochaine étape, facile. Maintenant, vous faites pareil fois 10. Faire 10 tomes directement. Voilà, tout à fait. Et après, le travail de documentation, on a eu la chance de s'appuyer sur des bénévoles, alors, à la fois des bénévoles et à la fois des professeurs des écoles qui ont vérifié la vulgarisation, que ce soit bien compréhensible par tout le monde.
et également des experts scientifiques pour vérifier un peu l'opposé, que d'un côté c'est compréhensible, mais qu'en plus on ne dit pas n'importe quoi, même si on veut rendre ça accessible. Donc il y a vraiment toutes ces personnes-là qui ont travaillé, les bénévoles qui font tout le travail de recherche, documentation, ensuite la vulgarisation et l'expertise. Donc voilà, c'est un gros travail, il y a plein de personnes derrière. Et oui, comme j'ai souligné, on aurait aimé en mettre encore plus. Et du coup, ces femmes, ce sont des chercheuses du 20e et 21e siècle qui viennent de plein d'endroits différents. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même ce côté commun qui est devoir quand même souvent lutter pour faire entendre sa voix et prendre sa place, affirmer sa place. Oui, en effet. Alors, je pense qu'il n'y en a aucune pour lesquelles les trajectoires étaient directes, mais je pense que de manière générale, c'est un peu la même chose dans les sciences. La recherche, ça reste quand même un milieu un peu particulier. On a aussi voulu pas mettre que des chercheuses, notamment Sophie Adno, qui est en rose, en haut à droite, qui est astronaute, et Eddy Lamar, qui est en orange, en bas au milieu, qui est une actrice et une inventrice. Elle a un parcours assez impressionnant. Et c'est vrai qu'en fait, la plupart, elles ont rencontré des obstacles. Et ça, c'était une vraie question dans la réalisation du livre, c'était comment on fait pour contrer ces obstacles. Tout d'un côté, notre objectif, c'était pas de faire la propagande, mais c'est de montrer que les sciences sont accessibles. Et d'un autre côté, si à chaque fois on dit voilà, c'était difficile parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, on m'a dit non, on lui a dit qu'elle n'était pas capable, bah, je trouve que c'est pas très encourageant. Donc le parti pris qu'on a pris, c'était de montrer les obstacles et de montrer à chaque fois comment elles avaient fait pour le contourner. Et notamment un cas de figure que j'aime beaucoup, c'est Jane Goodall. Alors Jane Goodall, en plus elle est décédée récemment, donc c'est une belle occasion de lui rendre hommage. Celle qui est à droite, au milieu, un peu plus âgée, qui est en ocre, qui regarde vers la gauche. Elle était primatologue, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle n'a pas fait d'études. À la base, elle était embauchée en tant que secrétaire d'un primatologue très connu pour l'aider. Ensuite, elle est allée sur le terrain, elle s'est rendue compte que ça lui faisait vraiment l'observation. Et en fait, elle a réussi à devenir chercheuse comme ça, sans spécialement faire de doctorat. Alors, elle en a eu un à titre honoraire après, mais c'est quand même un parcours assez exceptionnel, je trouve, et elle vient vraiment d'un milieu très très modeste. Ouais, et ce qui est complètement fou, c'est que ça fait parfaitement écho à la vie de Anita Conti, Aurélie, parce que toi, quand tu as fait ton travail de documentation, en fait, c'était une chercheuse, c'était une scientifique, mais qui a jamais fait de formation parce qu'elle, elle ne pouvait pas y avoir accès. On en parlait un petit peu la dernière fois. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. En fait, Anita Conti, encore une fois, elle est née à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'avaient pas d'accès à un compte en banque, donc n'avaient aucune autonomie. Et elle, en fait, elle s'est prise de passion pour tout ce qui était lié à l'océan, parce que son père était dans la mouvance hygiéniste, donc au début enfin, à la fin du 19e, au 19e, pardon, c'était toute une mouvance qui prônait le fait d'élever les enfants en plein air, de leur faire découvrir les éléments naturels. Et donc, elle a vécu au bord de la mer, elle a rencontré très rapidement des enfants marins, et comme ça, elle a appris sur le tas, comme on dit. Et surtout, elle ne pouvait pas accéder aux études, puisque ces études scientifiques n'étaient pas... Alors déjà, l'océanographie n'était pas vraiment une science, et en plus, elle ne pouvait pas accéder aux études étant une femme. Voilà, donc c'était pas une personne... Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. Anita Conti, à la différence de Jane Goodall, était une femme issue d'une famille très aisée. Donc, il était plus facile pour elle de se sentir capable d'aller au-delà des obstacles. Et donc, elle l'a toujours fait. C'est-à-dire, on lui disait non, bah, elle mettait le pied dans la porte, elle montait sur le bateau, elle appelait directement le ministre de la Marine, etc. Et puis, rien ne l'empêchait de faire ce qu'elle voulait, en fait. Mais voilà, c'est aussi une femme pour qui l'argent n'était pas un problème, puisqu'elle était d'une famille très, très aisée aussi financièrement, culturellement. Enfin, elle avait beaucoup de capital. Et donc, ce capital qu'elle a complètement brûlé dans ses études et dans ses recherches à elle. Et d'ailleurs, elle a fini vraiment sans le sou. Elle avait plus aucun... Elle a fini très, très pauvre, parce qu'elle a tout consacré à ses études en autodidacte. Mais comme je vous disais, elle a connu Cousteau, elle a connu Théodore Monod, elle a connu les grands explorateurs de son époque, et elle a même travaillé avec Cousteau. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était reconnu pour ses compétences, mais encore une fois, quand l'océanographie s'est professionnalisée, ce sont les hommes qui ont eu accès
au poste, puisque eux avaient des formations et pouvaient se targuer d'avoir des compétences sur le papier. Voilà. Oui, et pourtant, quelque chose qui m'a quand même marqué dans, dans le film, il y a une citation où elle parle de l'océanographie qui est la science du vent, la science de l'eau, la science des bêtes dangereuses. Et comment voulez-vous apprendre ça depuis les bureaux, c'est ça? Comment voulez-vous comprendre ça depuis un bureau? Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, c'est une femme qui a toujours été plus ou moins en mer. Et donc là, justement, cette photo, est-ce que c'est sur cette photo qu'il y a cet oiseau qu'elle a, tu me racontais une anecdote la dernière fois où elle a elle a pris soin d'un couple d'oiseaux, Tout à fait. contrairement à tout ce que voulait l'équipage marin. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des oiseaux qui s'échouaient sur le bateau, enfin, quand leurs ailes, quand ils étaient fatigués de la tempête, parce que bon, ça fatigue les pauvres oiseaux qui sont dans la tempête en plein océan. Et donc, théoriquement, ces oiseaux-là, ils étaient même mangés par les marins. Et puis elle les a récupérés, elle les a soignés, et donc on la voit sur cette photo, sur le pont du bateau Le Bois Rosé. Sur lequel elle a donc fait cette traversée dont sont issues les images en mouvement, les photographies, mais aussi le texte qui s'appelle Racleur d'océan, donc le roman qui s'appelle Racleur d'océan qu'elle a publié au retour de cette campagne et qui à l'époque était un best-seller puisqu'elle a reçu un prix pour ce livre et elle a fait beaucoup de conférences et le titre du livre c'est quand même Racleur d'océan. Donc déjà ça veut un peu tout dire. Oui. Il y avait déjà cette idée d'épuiser, voilà. Oui, et c'est un titre qu'on pourrait retrouver aujourd'hui quand on parle de la surpêche, de la surexploitation des océans. Et donc, ouais, ce que tu disais, c'est que ton film qu'on pourra revoir à 17h30 à Paris Science dans l'auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution, c'est un film qui parle de cette traversée en 1953, c'est ça? 52, ouais. 52 sur le bateau Le Bois Rosé. Et en fait, tout se passe dans le cadre de cette aventure-là, en fait. Tout à fait. Oui, le film, en fait, Louise Aymon a choisi de respecter une unité de temps et une unité de lieu. C'est-à-dire qu'on est sur ce bateau Bois Rosé pendant les 6 mois de la traversée, avec ses 60 hommes. Et voilà. Donc ça se passe tout sur le pont du bateau. Et ce qui est quand même dingue, c'est que au début, moi, j'avais des a priori avant de regarder le film en me disant, bah voilà, une femme, surtout à cette époque-là, dans un milieu que d'hommes, ça a dû être super dur, elle a dû être super marginalisée. Et en fait, on voit qu'elle est elle est bien intégrée dans cet univers de marins. Et elle dit même qu'elle vit avec eux comme des frères. Tout à fait. En fait, elle a réussi un petit tour de force quand même. C'est que déjà, elle connaît les familles, à la fois des marins et à la fois des armateurs. Puisque comme c'est une personne d'une origine sociale élevée, elle peut communiquer à la fois avec des armateurs, donc les patrons de pêche, toutes les personnes hiérarchiquement au-dessus des marins, mais aussi, elle arrive à communiquer sans difficulté avec les marins. Et ce qui la protège en quelque sorte, parce qu'on lui a toujours posé la question, on lui a toujours dit, mais vous, seule, avec 60 marins, là là, comment est-ce possible? Et en fait, ce qui l'a protégée, c'est qu'elle était mariée. C'était Madame Anita Conti. Et les marins savaient qu'elle avait un homme à terre, et donc la respectaient pour cela. C'était une femme, en plus d'une extraction sociale, comme je disais, supérieure à la leur. Et donc, ça en imposait un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce titre avec la dénomination Madame Anita Conti, parce que c'est comme ça qu'elle se présentait aux marins. Et comme vous pouvez voir sur cette photo très rigolote, en fait, on voit les marins qui sont vraiment en tenue de travail, dans une gestuelle plutôt rigolote, mais travail. Et on la voit, elle, qui pose avec sa main légèrement comme ça, comme si elle était Sarah Bernard. Et donc, on voit déjà le décalage, quoi. Mais en fait, elle avait une grande admiration pour les marins et les marins le savaient. Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit, elle était très connue dans le milieu. On l'appelait la dame de la mer.
parce qu'elle était la première femme à avoir été sur un pont de bateau pendant la guerre. Et tout le monde le savait dans le milieu de la pêche, en fait. Elle était connue. C'était la seule femme. Parce que théoriquement, une femme, ça porte malheur sur un bateau. À l'époque, ça portait malheur sur un bateau. Donc une femme ne montait pas sur un bateau. Et là, voilà. C'est elle, elle a enfreint les règles et puis elle a été respectée pour ça. Et tu disais même qu'au moment de la guerre, quand les bateaux étaient, je sais pas si on peut dire réquisitionnés Oui, c'est ça. pour l'effort de la guerre, on disait qu'elle était bénie parce que les embarcations sur lesquelles elle allait avaient plutôt de la chance dans ce contexte-là. Tout à fait. Ouais. On disait qu'elle portait chance parce que voilà, elle n'avait pas, enfin, tous les bateaux sur lesquels elle était montée n'avaient pas été touchés par des obus ou voilà, des attaques. Et pour revenir sur le fait même de faire ce film, déjà pourquoi avoir fait le choix de ne mettre que ces photos et que ces vidéos, que les vidéos d'Anita? Comme je le disais, l'idée c'était vraiment d'être dans son regard. On avait envie d'adopter son regard. Et en fait, à force de travailler sur ce matériel, on a vraiment accédé, en tout cas nous en tant qu'autrices et réalisatrices, et on sait ce qu'on voulait aussi pour les spectatrices, accéder à ce regard très tendre qu'elle a pour les travailleurs de la mer, et en même temps à son regard presque ethnographique. Elle filme les mains qui travaillent, elle filme... En fait, dans ces images, il y a tout. Il y a à la fois le travail de ces hommes, la fatigue, leurs conditions de travail qui sont très dures. On voit qu'ils sont exposés au froid, exposés à l'humidité, ils travaillent la nuit. Et en même temps, ça critique, puisqu'elle filme énormément de chaluts qui sont vidés sur le pont avec des quantités de poissons qui meurent la gueule ouverte sur le pont du bateau et qui sont rejetés parce que c'est des faux poissons, ou en tout cas des poissons qui n'intéressaient pas à l'époque. Et en même temps, ce respect qu'elle a des marins. Donc, tout est dans les images. Et on avait vraiment envie de transmettre ça, en fait. Parce que c'est un regard complexe et très humain qu'elle porte sur les marins. Elle les critique pas. À un moment où justement, le métier de marin-pêcheur peut être aussi critiqué aujourd'hui. Voilà, on trouvait qu'elle rendait toute la complexité de leur situation. Et la complexité de notre rapport, nous, êtres humains, aux ressources animales et à notre manière de les extraire, quoi. Et aujourd'hui, le fait que vous fassiez ce film sur cette femme qui a longtemps été dans l'ombre et invisibilisée, pour vous, c'était important? C'est quelque chose que... je m'interromps parce qu'il y a une question dans le chat. Où avez-vous retrouvé ces images? Est-ce que c'est au sein d'archives particulières? Ah oui, et j'ai aussi loupé une autre question de Schultz, à laquelle on répondra juste après. Oui, alors je réponds à la question. D'abord sur les images, les archives. Oui. Et après, moi, je te reposerai ma question plus tard à moi. Oui. Alors les images, pour tout ce qui est les films sont conservés à la Cinémathèque de Bretagne. Et il se trouve que la réalisatrice Louise Aymon les a découvertes en faisant un travail sur le baptême de la ligne. Donc le baptême de la ligne, c'est un rituel exécuté par les marins lorsqu'ils passent la ligne du pôle. Et donc, au cours de cette recherche, elle a découvert les films d'Anita Conti. Elle a été complètement subjuguée par les images parce qu'elles sont très bien cadrées. Il y a vraiment un œil, il y a vraiment quelque chose. Pour ce qui est des photos et tout le reste, ça appartient à un fonds qui s'appelle le fonds Anita Conti et qui est désormais ouvert aux archives départementales de la ville de Lorient. Donc, vous pouvez très bien les consulter. Ils sont en libre accès. Ce qui n'était pas le cas quand on a commencé à travailler sur le film. Elles sont en libre accès depuis 21 ou 22, je crois. Voilà. Et aussi, ce que je trouvais drôle, c'est qu'elle dit qu'elle fait de la photographie et du cinéma, pas par choix, mais parce qu'elle ne sait pas dessiner. Et en fait, moi, j'ai trouvé que vraiment les images, on dirait des images d'une réalisatrice ou vraiment d'une femme qui travaillait dans le cinéma, en fait. Et ça, c'est assez bluffant. Ouais, elle a vraiment un point de vue et un œil très...
comment expliquer ça? Là, par exemple, dans cette image que vous voyez, avec une vague, une déferlante qui arrive sur le pont du bateau, avec un marin qui fait face à cette vague, elle est incroyable, cette image. Parce qu'elle évoque les travailleurs de la mer de Victor Hugo, elle évoque tout le mythe qu'on a autour de l'océan furieux, face auquel se bat le marin, la solitude de cet homme et la prise de risque qu'il prend pour nourrir d'autres. Voilà, c'est assez impressionnant, mais parce que c'était une femme qui était une grande amatrice d'art aussi, hein, donc elle avait un goût et une connaissance culturelle très très importante. Et une dernière question avant qu'on passe un petit peu plus sur les travaux de Leïla, c'est les questions de Choups. C'est quels travaux devons-nous à Anita Conti? Est-ce possible de revenir sur les résultats qu'elle a mis au jour? Alors Anita Conti, ses travaux scientifiques n'ont pas été visibilisés parce qu'elle n'était pas reconnue comme une scientifique, comme je vous l'ai dit. Par contre, voilà, elle a beaucoup... Je vous entends plus, c'est normal? Ah oui. Non, c'est parce que vous... Moi, je me suis coupée parce que je buvais. Pardon. Je me suis dit qu'il y avait des gens qui allaient peut-être pas avoir envie d'écouter ça. J'ai eu une petite panique. Non, mais donc, ces travaux, ils portaient beaucoup sur la cartographie. Donc, elle a cartographié les fonds marins de Terre-Neuve. Donc, elle a étudié les bancs aussi, le comportement des bancs de morue dans la zone de Terre-Neuve. Et elle a cartographié aussi les fonds marins en Afrique de l'Ouest, sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Afin de permettre à l'époque, donc c'était pendant la guerre, aux marins de connaître mieux les bancs de poissons et les fonds des mers de cette zone-là, puisque c'est là où pêchait à l'époque la marine française, enfin les marins pêcheurs français. Et elle a aussi fait des travaux très intéressants autour de l'invention de chaluts plus intelligents et plus respectueux des fonds marins, donc qui ne raclaient pas les fonds marins. Donc elle a commencé à travailler là-dessus avec Cousteau. Mais en fait, Anita Conti étant un personnage, elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'inventer une nouvelle machine à tuer. Donc elle a tout arrêté. Donc en fait, on lui doit plein de choses qui sont difficiles à visibiliser. Mais en tous les cas, on lui doit aussi une pensée sur le rapport de l'homme à l'océan que là, vous pouvez trouver dans ses livres. Donc à la fois Racleur d'océan et un autre très beau livre qui s'appelle l'océan, les bêtes, les hommes, dans lequel elle parle de notre rapport aux océans et à ses ressources halieutiques. Et elle a vraiment une pensée très visionnaire pour l'époque. Et donc aujourd'hui, plutôt assez actuelle. Et tout ça dans une langue très 19e. Donc c'est assez délicieux en fait, assez savoureux. Moi j'aime bien pour ça. Et toi, Leïla, est-ce que ce côté visionnaire dans la manière de concevoir notre rapport à la société, des rapports qui étaient déjà évoqués par des femmes, c'est quelque chose que tu as retrouvé quand tu as fait ton travail biographique pour ton exposition, puis pour le livre que vous avez écrit? Oui, en effet, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve. Après, je pense que c'est aussi les noms qui restent dans l'histoire, dont tu te souviens, on peut toujours les voir avec un angle visionnaire. Encore une fois, c'est Jane Goodall. C'était la première à vouloir comprendre la primatologie en allant directement sur le terrain. C'est-à-dire qu'avant qu'elle existe, les primatologues, ils prenaient leurs jumelles, ils regardaient les primates de loin, ils essayaient de les comprendre. Jane Goodall, elle est vraiment immergée avec les chimpanzés. Il y a des photos très mignonnes d'elle qui tient des chimpanzés dans les bras ou qui leur fait des bisous. Et elle s'est vraiment dit, je vais aller vivre avec eux pour mieux les comprendre. En fait, si aujourd'hui, on sait que, par exemple, on a beaucoup de proximité dans la manière de fonctionner en société avec les singes, c'est aussi grâce à elle. Parce qu'elle a apporté, en fait, ce regard peut-être plus humble par rapport à ce qui se faisait à l'époque de « Ok, je vais essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous éloigne ». Et elle a compris plein de choses super intéressantes sur vraiment leurs relations sociales. Le fait que, par exemple, le deuil, c'était quelque chose de très difficile pour les primates, qu'ils avaient des comportements qui peuvent s'apparenter à ceux qu'on a en commun, d'écouter de la tristesse, etc., de la partager. Et il y a d'autres choses comme ça aussi. Elle a vraiment compris
compris comment il fonctionnait en faisant parallèle avec l'être humain, et elle a compris en fait qu'on était beaucoup plus proches que ce qu'on pensait à l'époque des scientifiques. Et toi, pourquoi, Leïla, tu as eu envie de partager les portraits de ces femmes scientifiques ton livre est sorti le 8 mars 2025, donc la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Pourquoi tu as eu envie, en 2025, de partager ces portraits? En fait, c'est vrai que la question se pose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur les femmes scientifiques. Après, moi, j'ai aussi un biais parce que du coup, je baigne beaucoup dans ce milieu-là, je vois beaucoup d'initiatives. Nous, vraiment, ce qui nous motivait, c'était ce que je disais au début, c'est-à-dire le manque de diversité dans les portraits de femmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, et moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me peine parfois, quand je vois beaucoup d'initiatives où ça va être que des femmes blanches qui sont issues des mêmes milieux. Et pour intervenir beaucoup sur le terrain, c'est un effet qui peut être destructeur, en fait. C'est-à-dire que quand on s'adresse à une classe, comme c'est mon cas parfois, comme c'est notre cas avec l'association, à des élèves qui sont issus... Ouais, ton association qui s'appelle Projet Mathilda, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc on intervient beaucoup auprès des élèves, et par exemple, si je vais voir une classe, alors souvent c'est des classes issues de milieux de réseaux d'éducation prioritaire, et dans ces classes-là, il y a énormément d'élèves issus de l'immigration. Je ne peux pas arriver devant eux, ou devant elles, si je m'adresse à des filles, et leur montrer que des portraits de femmes blanches qui sont issues de milieux sociaux privilégiés, c'est contre-productif parce qu'elles n'arrivent pas à s'identifier. Donc en fait, nous, c'est vraiment ça qui nous a motivés. C'était vraiment l'idée de se dire, OK, il y a des initiatives comme ça qui existent, on va essayer d'apporter un peu de diversité, des portraits un peu différents, et c'est un truc qui plaît énormément. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça plaît aussi aux garçons, c'est-à-dire que dans notre exposition, en fait, oui, il y a des femmes qui sont d'origine africaine, par exemple. Donc, je pense à Wangari Maathai qui apparaît avec une tenue traditionnelle dans le livre. Et il y a énormément de jeunes qui sont issus de l'immigration, qui viennent d'Afrique, qui s'arrêtent devant ces portraits, qui disent « Ah, mais c'est trop cool, elle ressemble à ma mère, à ma tante, à ma sœur. » Et en fait, ça me permet aussi de faire des liens un peu différents. Ouais. Et parce que, en fait, cette question de la représentation, elle est hyper importante pour faire naître des vocations aussi. Toi, tu sens que c'est quelque chose qui a pu te manquer, ou comment est venue ton envie de te lancer dans la recherche scientifique? Alors, personnellement, je pense que je me suis jamais posé la question. Alors, c'est vrai, par contre, que quand je discute avec d'autres personnes, c'est vrai que, par exemple, on cite beaucoup Marie Curie comme exemple de femme scientifique, mais c'est pas du tout quelqu'un parce que je me sentais pas spécialement proche d'elle. Alors, peut-être pour d'autres raisons, peut-être parce que ça m'intéressait pas spécialement. Moi, ce qui me motivait, c'est vraiment les sciences. C'est pour ça que j'ai fait des sciences. Je me suis pas trop posé la question de qui il y a eu, qui il y a pas. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et c'est très subtil, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, c'est pas uniquement mon exposition, mon livre ou les autres, c'est dans la vie quotidienne, c'est les profs, c'est les parents, c'est les personnes qui vont apprendre dans les manuels scolaires, c'est les noms de théorèmes. En fait, tout ça, c'est ça qui contribue aussi à faire qu'on a un monde plus inclusif en multipliant les modèles, en montrant que tout le monde peut se projeter de manière différente. Et toi, Aurélie, pourquoi tu t'es dit que tu allais ramener la figure de Anita Conti en 2025, justement? Moi, j'ai découvert Anita Conti, comme j'ai pu vous le dire, à travers un livre posé chez mes parents, un peu poussiéreux, dans une bibliothèque. Et j'ai commencé à lire. J'ai beaucoup aimé la langue d'Anita Conti, sa manière de raconter son rapport à l'océan. Moi-même, j'habite en Bretagne. Moi-même, voilà, j'ai un rapport particulier à l'océan. Mais c'était une femme qui avait été complètement invisibilisée, dont on n'avait vraiment plus aucune idée, et qui en fait était une des rares femmes à faire partie du milieu océanographique à l'époque, et une des rares femmes à avoir témoigné de la rudesse, parce que voilà, il y a toute cette dimension écologique, mais il y a aussi le fait qu'elle a beaucoup parlé de la des conditions de travail très dures et très dangereuses des marins-pêcheurs. Et donc, en fait, c'est une porte-voix des marins-pêcheurs aussi. C'est-à-dire que je l'ai redécouverte aussi parce que, vivant en Bretagne, j'ai pu rencontrer des marins-pêcheurs et tout le monde la connaît. En tout cas, en Bretagne, quand on dit Anita Conti, elle est en dehors du milieu des marins-pêcheurs et en dehors de la Bretagne, c'est plus difficile. Sachant qu'elle n'est pas bretonne à la base.
Donc avec Louise, on s'est retrouvés là-dessus. Et puis Louise étant elle, réalisatrice, elle s'est rendue compte que c'était la seule femme à avoir filmé dans ces conditions des marins, et en plus la seule à avoir filmé l'intégralité d'une campagne. Parce que généralement, il y avait des journalistes qui montaient puis qui descendaient à la première escale, ou qui prenaient un bateau puis qui rentraient. Mais personne n'a vécu les 6 mois entiers, de temps de tempête ou pas, les conditions qu'elle a vécues. Et je rejoins, en fait, j'aimerais bien aussi rejoindre Leïla, dans le sens où c'est pour ça que j'ai précisé qu'elle avait quand même un capital social et culturel et financier important qui lui a permis de vivre ça, parce que les femmes à l'époque modestes étaient malheureusement, ces barrières étaient beaucoup trop importantes pour pouvoir les défier. Et par exemple, il y a aussi un autre élément qui lui a permis de vivre tout ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, Anita Conti. Et en fait, elle écrit dans son livre, dans un de ses livres, que c'est la plus grande chance de sa vie, parce que c'est ce qui lui a permis en fait de vivre cette vie qu'elle a vécue, et de ne pas rester dans un environnement domestique à élever des enfants en bonne femme au foyer, ce qui est par ailleurs très bien pour les personnes qui le choisissent, mais à l'époque, c'était pas forcément un choix pour la majorité des femmes. Voilà. Non, mais je comprends complètement. Ce que je propose, c'est que Leïla, tu vas être là, Paris Science, dimanche aussi, plutôt à 14h30, pour la projection d'un film qui s'appelle L'Odyssée de Céleste, un film qui résonne avec ton parcours pour plein de raisons. Déjà, c'est un film qui évoque l'espace. Toi, tu es astrophysicienne, et en plus, c'est un film qui est un film jeunesse, donc qui est dans un projet éducatif. Je propose, Valentin, qui a la technique, qu'on remercie, si tu veux bien afficher la bande-annonce du film. Paper doll, I've always known since you could crawl that you would grow to see it all. I'm so enthralled with every little thing you do. And although it's been a gift to watch you grow, you've learned so much I'll never know. I'll miss you so wherever your adventures go. Voilà, déjà je trouve que ça représente bien la diversité des œuvres qu'on peut voir à Paris Science. Donc on a vu qu'il y avait du documentaire, comme le film coécrit par Aurélie. Là on voit que c'est un film jeunesse en animation pour enfants. Leïla, comment tu... Tu t'es invitée à la fin du film pour débriefer, je crois que c'est ça. Comment tu t'es retrouvée avec cette opportunité, et qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, tout à fait. Donc, on m'a invité pour une petite discussion qui aura lieu après le film. Je précise que moi, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu la bande-annonce comme vous venez de le voir. C'est une opportunité que j'ai eue du coup via l'association. On a parlé dans pas mal de médias, et donc par le bouche à oreille. Je suis souvent invitée pour ce genre d'occasion. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas trop le public auquel je m'adresse d'habitude, mais je fais un peu moins vraiment les enfants très jeunes, c'est un peu plus collège-lycée.
Et je trouve que c'est aussi super intéressant et aussi beaucoup de pédagogie. Et le film a l'air vraiment adorable. Franchement, j'ai juste hâte de le découvrir. Oui, c'est ça, parce que tu dis que le film, tu l'as pas vu, mais en même temps, c'est parce qu'il sera en avant-première à Paris Science. Il me semble que il commence à être projeté dans les salles en décembre ou en janvier, je sais plus, mais ce sera pas tout de suite, tout de suite. Euh, Moi, je trouve que la démarche de faire des films à destination des enfants, c'est quand même quelque chose qui est hyper important parce que ça va aussi forger leurs imaginaires et forger comment ils se projettent dans leur vie d'adulte. Et toi, c'est quelque chose qui résonne, je crois, pour toi aussi. Oui, en effet. Alors, comme j'ai dit, personnellement, je ne sais pas trop. Moi, je me souviens plus de ce que je pensais quand j'avais 5 ou 6 ans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les études qui sont faites, par exemple, les écarts de confiance en soi entre les filles et les garçons en termes de maths, ça arrive dès le CP. C'est assez tôt. Ouais. Si on parlait des milieux sociaux, par exemple, l'étude dont on parlait récemment, c'est que dès, je crois, 4 ou 5 ans, dans les classes, on repère des différences de comportement selon l'origine sociale des élèves. Et en fait, c'est des choses qui sont profondément ancrées dans les imaginaires des profs, des parents, de l'entourage. Et donc, le plus d'initiatives on fait tôt auprès des enfants, le mieux c'est. Alors évidemment, hein, je prêche un peu pour ma paroisse, je parle de la diffusion des sciences, mais c'est vrai pour beaucoup de choses dans la société en général. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se forgent dans l'enfance, beaucoup d'imaginaires pour les jeunes. Et c'est aussi super important de penser à ça. Donc, tous les films d'animation dans ce sens sont les bienvenus. Ouais. Et l'étude dont tu parles, c'est une étude de Nature qui est parue cet été, qui a étudié le niveau scolaire des enfants en France en CP et en CE1, je crois. Et ils observent qu'en 4 mois, il y a un écart qui se creuse entre les filles et les garçons. Et leur, leurs travaux disent que c'est lié au stéréotype de genre, de la manière dont on parle aux enfants, qui on interroge, et à qui on valorise la parole, et comme tu dis, de confiance. Donc, c'est ce genre de travaux scientifiques couplés à ouais, un nouvel imaginaire dans la fiction et dans le cadre extrascolaire sont hyper importants en fait pour, euh, pour forger une génération future plus égalitaire, plus paritaire et plus juste, quoi. Enfin, moi aussi, je prêche pour ma paroisse. Hein, Sciences et Avenir, on va dire que c'est plutôt des choses qui nous touchent. Leïla, t'es aussi quand même chercheuse en astrophysique et tu fais aussi des maths appliquées qui, quand même, c'est des univers où les hommes sont majoritaires. Est-ce que aujourd'hui tu ressens encore une différence de traitement dans les laboratoires par rapport à tes confrères masculins? Ça peut arriver. Avant de donner des exemples, je pense que c'est important de dire qu'il y a beaucoup d'évolutions là-dessus, notamment vis-à-vis de la place des femmes. On fait très très attention dans les laboratoires. On essaye de faire attention à leur carrière parce qu'on sait notamment que les chercheuses, à partir d'un certain âge, pour des raisons familiales, elles ont tendance à moins postuler au concours de chercheuses. Donc on fait très attention à les valoriser assez dans leur carrière. Moi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont très bienveillants vis-à-vis de ça, il n'y a aucun problème. Ça m'est arrivé en conférence. Alors après, ce qui n'est pas évident toujours avec le sexisme, avec d'autres formes de discrimination, c'est que c'est difficile de savoir quelle est l'origine. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de bizarre, est-ce que c'est parce que je suis une femme, parce que ça, c'est difficile de savoir avec précision. Un truc qui m'est arrivé une fois, moi je fais des maths aptes, je fais des modèles mathématiques que je trouve personnellement assez compliqués, mais il y a peut-être des gens qui les trouvent simples. Ça m'est arrivé une fois en conférence, je raconte un peu sur quoi je travaille. Je dis, voilà, ça fait 1 an que je travaille là-dessus, j'essaye de faire un modèle pour modéliser tel truc. J'avais des pages et des pages, des cahiers remplis de calculs, et il y a un gars qui me regarde, il réfléchit un peu 5 minutes. Après, il prend une petite feuille, il m'écrit une équation, il me la donne et il me dit, tiens, c'est ça que tu cherches depuis 1 an. Parfois, il y a des petites remarques comme ça. Ce qui est extrêmement C'est désagréable. un peu désobligeant, je trouve. Après, est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait trop confiance en lui ou le syndrome de l'imposteur que du coup il compense? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des petites remarques qui peuvent arriver et qui peuvent être très désagréables. Voilà, après, comme je disais, c'est difficile de savoir est-ce que vraiment, est-ce que je suis une femme, est-ce que ceci, est-ce que cela. De manière générale, je pense que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'ego. Parce que les chercheurs ils fonctionnent beaucoup à ça. C'est-à-dire que l'important, c'est combien d'articles publiés,
Est-ce qu'elle fait une découverte importante? Combien de fois on est cité? Et parfois, c'est des comportements de se mettre en avant, d'être fier de ce qu'on fait, d'avoir beaucoup d'assertivité. C'est des choses auxquelles socialement les femmes sont moins habituées. Pas parce que c'est pas naturel, mais parce que dans notre éducation, c'est pas trop les comportements qu'on favorise. Et donc, dans ce type de milieu, on peut partir, je dirais, avec un petit désavantage s'il faut s'adapter à ces codes-là. Encore une fois, il faut prendre beaucoup de pincettes parce que c'est pas que c'est pas naturel, c'est qu'on a été éduqué d'une certaine manière qui dépend pas de nous. On a été socialisé d'une manière différente et donc parfois, c'est dans les milieux scientifiques qu'on peut trouver des codes que les femmes qui ont été éduquées auraient moins tendance à avoir. Et est-ce que justement dans le cadre de ton association, le système de fonctionnement de la recherche, c'est aussi quelque chose que vous vulgarisez pour donner les codes en fait à toutes et tous Oui, tout à fait. Pardon, excuse-moi. Tout à fait. On essaie de donner les codes à tout le monde. Après, encore une fois, on prend un peu de pincette sur la notion de recherche parce que on essaye vraiment de vulgariser les sciences de manière générale et pas que les métiers de la recherche. Pourquoi? Parce que les métiers de la recherche sont quand même assez spécifiques. Enfin, par exemple, si je parle des astrophysiciens, il y a 3 astrophysiciens qui sont embauchés en France par an. Donc, aller dans toutes les classes de lycée pour dire soyez astrophysicien, c'est pas spécialement mon objectif. Par contre, on manque d'ingénieurs en France, on manque de plein de personnes dans le numérique, dans l'IA. Et donc, ça, de manière plus globale, ça m'intéresse de valoriser ces métiers-là. Et donc, on fait attention en effet à être assez transparent quand même sur les milieux qu'on valorise, essayer d'expliquer ce qui s'y passe, comment y accéder et donner les codes. Je sais pas trop comment le faire, alors il faudrait le faire, mais c'est surtout dire que c'est possible. C'est ça, en tout cas, ce dont on se rend compte très rapidement, c'est qu'il y a énormément de. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sociologues qui aiment pas le mot, mais autocensure. Il y a beaucoup de personnes qui se croient pas légitimes à aller vers les sciences, à aller vers tel métier, à faire telles études. Et du coup, c'est surtout ça qu'on essaye de faire, de montrer qu'en fait, si, c'est possible, quel que soit le niveau scolaire, quelles que soient les envies, et peut-être de faire aussi des ponts, parce que c'est vrai que typiquement, les métiers scientifiques sont parfois mal connus, dans le sens où, par exemple, un médecin, on sait ce que fait un médecin, on a toujours rencontré des médecins, c'est aussi un métier scientifique, mais c'est un peu différent des métiers d'ingénierie. Par contre, un ingénieur, c'est pas toujours facile pour un jeune qui a 6 ans de se dire ok, je vais être ingénieur, parce qu'on n'a pas vraiment rencontré, il ne sait pas spécialement ce que ça fait. Donc ça aussi, c'est important de montrer ce que c'est concrètement les métiers scientifiques. Toi, Aurélie, est-ce que ça... Je crois que tu as aussi été pas mal impliquée dans des projets associatifs et humanitaires. Du coup, qu'est-ce que ça résonne pour toi, ce dont parle Leïla avec son association? Alors, dans quelle mesure tu veux dire par rapport au fait que c'est des métiers qui ne sont pas très connus? Oui, et aussi que c'est aussi des métiers où les gens ne se sentent pas forcément légitimes d'y avoir accès. C'est une très bonne question. Parce que donc moi, j'ai travaillé dans différents métiers. J'étais assistante parlementaire. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est une question qui se pose beaucoup, la question de la légitimité, de savoir qui peut y aller et qui ne peut pas y aller. Parce qu'avant ça, il y a les études qu'on fait. Et donc, les études que moi, j'ai eu la chance de faire, c'était Sciences Po. Ça, encore une fois, qui est légitime pour y aller ou pas, voilà, moi, je ne connaissais pas Sciences Po. C'est un professeur qui m'en a parlé, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà. Et puis, un autre métier qui est donc l'humanitaire. Donc là, l'humanitaire, c'est très particulier aussi parce que c'est un monde qui est quand même essentiellement... Il y a des professionnalisations, il y a des études pour travailler dans l'humanitaire, mais il y a très peu de formation et c'est beaucoup de médecins. Donc à l'origine, c'est des gens qui sont médecins, qui travaillent dans les métiers de santé, qui deviennent humanitaires. Moi, j'étais chargée de projet. Mais c'est très intéressant la question que tu poses parce qu'en fait, dans l'humanitaire, on a quand même une représentation aujourd'hui issue on va dire, de ce qu'on appelle les French doctors, donc c'est-à-dire de personnes blanches qui vont intervenir dans des pays peuplés d'hommes et de femmes noirs. Donc on ne sait jamais trop où, on n'a pas vraiment le nom, mais bon voilà.
Ça a beaucoup changé. Ça change beaucoup et aujourd'hui, les humanitaires sont en majorité des personnes issues des terrains d'intervention des grandes ONG. Donc, c'est des personnes qui sont d'origine malienne, d'origine tunisienne, voilà. Donc, c'est beaucoup plus diversifié et inclusif. Mais la question de l'inclusion reste une question très importante dans le milieu humanitaire et la question aussi du racisme. Parce que les postes sont quand même encore tenus par des personnes blanches d'origine caucasienne, les postes les plus importants, dirons-nous, quand les postes les plus subalternes reviennent quand même à des personnes originaires des pays d'intervention. Mais moi, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières et ils ont au sein de leur ONG des personnes qui travaillent à l'inclusion de ce qu'on appelle les staffs nationaux, donc des personnes qui viennent des pays d'intervention. Voilà. En gros, je ne sais pas si j'ai été claire, mais si carrément. C'est juste que là, je vois que on arrive au bout. Je vous propose que voilà, on arrive au bout. Que moi, je vais me permettre de rappeler que c'était un live spécial avec le Festival Paris Science, le festival qui ramène sa science. Donc c'est un festival qui diffuse des films scientifiques de toutes les durées, de tous les formats. C'est du 23 au 27 octobre. C'est à Paris et c'est gratuit. Il y a la billetterie qu'on a mis dans le chat, qu'on va remettre dans le chat aussi plus tard. Dans le cadre du festival, Leïla sera présente à la fin d'une projection du film L'Odyssée de Céleste, qui est un film à destination de la jeunesse. Et Aurélie, toi, tu présentes un film dont tu es co-auteur avec Louise Aymon. Louise Aymon qui est aussi la réalisatrice de ce film qui est Le voyage de documentation de Madame Anita Conti. Je vous avais demandé si vous aviez un petit point promo à nous parler en fin de live. Leïla, si tu veux commencer, car tu dois filer, car tu as la dédicace de ton livre qui est dans quelques minutes, donc très rapidement. Tout à fait. N'hésitez pas à regarder du coup le livre Audacieuse. Et comme on en a parlé des questions un peu de représentation des femmes en sciences, je vous conseille le livre Mateuse de Clémence Perronnet, qui est une sociologue et qui a bien expliqué en fait d'où venaient les problématiques de représentation en sciences, pourquoi c'est important aussi. Et il y a plein de choses intéressantes dans ce livre. Et c'est une BD, donc c'est super facile à lire. Même moi, j'ai du mal à lire les livres de sociologie très sérieux, mais celui-là, je l'ai découvert. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Pareil, Aurélie, est-ce que tu as un petit point à nous recommander pour cette fin de live avant qu'on se laisse ? Oui, alors pour les personnes qui ont envie de connaître mieux la vie d'Anita Conti, qui est très romanesque, je vous invite à vraiment découvrir sa vie. Vous pouvez le faire via une BD aussi qui s'appelle Anita Conti et qui a donc été produite par Catel et Bocquet et qui est très diffusée en librairie. Vous n'aurez aucun mal à la trouver. Et quant à Louise Aymon, je vous recommande aussi son film qui va sortir le 24 décembre, son premier long métrage qui s'appelle L'Englouti, qui a déjà eu des prix et qui va être magnifique. Et me concernant, vous pouvez, si vous avez envie d'écouter de la radio documentaire, aller sur la plateforme radiola.be et découvrir par exemple ce que j'ai pu produire. Voilà. Merci beaucoup Aurélie Pousse, merci beaucoup Leïla Bessila. Nous, on est un mensuel qui est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Donc actuellement, il y a notre numéro avec le dossier sur la vie extraterrestre seule. Il y a aussi notre hors-série sur la mémoire que vous pouvez retrouver, qui est un trimestriel. Et enfin, le numéro de la recherche au cœur des atomes, qui est un format écrit par des scientifiques en grande partie. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'actualité quotidienne, vous pouvez aller sur notre site web. Et pour d'autres live Twitch, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne. Merci à toutes et tous pour vos questions. Et on se retrouve sûrement au Festival Paris Science le 23. Au revoir et à tout bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.